Ok, on fait cette vidéo parce que Alex est la deuxième personne qui cette semaine m'a demandé comment marchait un crowdfunding. Et du coup, j'espère qu'en faisant cette vidéo, je pourrai répondre une fois pour toutes aux différentes questions qui se posent. Alex, est-ce que tu peux nous raconter déjà quel est ton projet et après on va essayer de voir comment on répartit les différentes étapes. Très bien. Donc mon projet s'appelle le Scarnet. C'est un carnet de déconnexion et de reconnexion qui permet donc de se déconnecter des écrans et de reconnecter à ses facultés un peu essentielles comme la mémoire, la concentration, le sommeil ou encore le sens de l'orientation. Ok, pourquoi tu as envie de passer par un crowdfunding pour ça? Je j'ai aucune idée de quel public ça peut toucher, quelle cible ça peut toucher. En termes de catégorie de personnes, mais aussi en termes de nombre de personnes. Et donc avant de me lancer dans l'impression de centaines ou plus d'exemplaires, voilà, j'ai envie de savoir à peu près de cibler combien de personnes, enfin, de combien d'exemplaires j'ai besoin d'imprimer. Et aussi de voir si je poursuis ce projet plus loin ou pas. C'est un test. Est-ce que tu as besoin d'un nombre minimum de ventes pour réussir à lancer ton projet? J'ai besoin d'un minimum de ventes pour en tout cas pour rentrer dans la rentabilité. Parce qu'il y a des coûts qui sont fixes, comme payer les graphistes qui vont faire, enfin la graphiste en l'occurrence qui va faire le design du carnet. Et après, ça va dépendre aussi des coûts variables, donc comme l'impression du carnet. Ok, on est sur un projet typique de crowdfunding, du coup, avec un objet qu'on va vendre et qui, pour réussir à être vendu, doit atteindre un certain niveau pour pas être à un prix effarant. Et c'est intéressant. Il y a aussi d'autres types de crowdfunding où on cherche à financer une initiative un peu plus diffuse. Là, en l'occurrence, les ventes vont se confondre un peu avec euh, tout partie du chiffre d'affaires, puisque c'est évident que comme Alex va vendre des carnets, ben, il va penser au coût de ces carnets. C'est le premier élément sur lequel il y a une vigilance à avoir. Attention, les contreparties, ça coûte de l'argent. Et donc les contreparties qui ne sont pas le cœur de votre projet, typiquement le tote bag supplémentaire, les affiches, les machins, etc. Tout ça, ça va vous prendre du temps et de l'argent, et souvent plus que ce que vous aviez prévu. Donc, encouragement à être limité dans les contreparties, notamment matérielles, qui sont proposées. Comment on structure un crowdfunding? Le premier élément à clarifier, c'est quel est le montant qu'on a besoin de collecter au total. Pas juste la marge qu'on veut faire, mais la marge et le chiffre d'affaires au total, puisque tu vas devoir payer plusieurs trucs. Tu vas devoir payer tes contreparties, la thune que tu veux investir par ailleurs dans d'autres éléments de ton projet éventuellement, et qui est parfois à la base de pourquoi tu fais ton projet, et le pourcentage de commission qui est souvent à 8% de la plateforme. Et en plus de ça, tu as souvent aussi des coûts annexes, donc il y a une marge à prendre. Ce budget, il est très important à constituer et c'est rare que la plateforme de crowdfunding vous accompagne pour le concevoir. Donc, encouragement à prendre vraiment un temps fin et éventuellement à le faire revoir par quelqu'un d'autre qui aura un œil extérieur sur la structure de coût. Une fois qu'on a la structure de coût, là, il se trouve que dans le crowdfunding en France, en moyenne, la contrepartie est entre 40 et 60 euros. Donc, l'invitation, c'est de diviser la somme totale dont tu as besoin par 40. Avant ça, d'ailleurs, ça peut être intéressant d'éventuellement envisager les différents paliers auxquels tu peux mener ton crowdfunding. Tu as un premier palier où ton carnet il va coûter X euros l'unité. Et après, tu peux avoir un deuxième palier où toi, tu vas faire de l'économie de coûts sur les impressions. Mais du coup, tu vas pouvoir investir ça en bonus, donc en gardant le même prix facial de carnet, bah, ça va être un carnet de meilleure qualité, avec un papier, avec un meilleur grammage, etc. Et donc, tu peux en fait viser un premier seuil qui est beaucoup moins coûteux que celui que tu avais envisagé, on va dire en grattant un peu sur les différents postes. Et après, bah, te dire, en fait, mon deuxième poste, en plus, mon deuxième seuil, il va engager ma communauté puisqu'elle va être gagnante à en parler puisqu'elle aura un produit de meilleure qualité. Okay. Donc, je vais avoir plus de clients, mais en plus, mes clients seront plus satisfaits. Donc, tu découpes ton budget en différents seuils et tu évalues le nombre de personnes que tu dois aller chercher en divisant par 40. 40, c'est la limite basse. Donc, autant être avec un peu de marge d'erreur. Là, ça va te donner un chiffre.
ce chiffre, il peut être assez impressionnant. En tout cas, il se compte souvent en centaines de personnes. Et tu te dis, mais comment je vais trouver ces personnes-là? C'est là où se passe le deuxième enjeu du crowdfunding, c'est ta communauté. Tu ne vas pas t'adresser à tout le monde au même moment et de la même manière. Et du coup, tu structures ta communauté en différents cercles. Le premier cercle, c'est toi. Le premier contributeur de ton crowdfunding, c'est toi. Le premier jour, c'est toi qui vas payer. C'est con, mais il se trouve que personne ne donne à une cagnotte qu'à 0%. Okay. Donc, tu fais le premier don. Et ensuite, tu as identifié ton premier cercle. Ton premier cercle, c'est les gens qui cochent 2 critères, mais le premier, c'est plus important que le deuxième. Ils t'aiment, ils te font confiance, et en plus, ils aiment le projet. Mais ils ne sont même pas obligés d'aimer le projet. C'est des gens, c'est de la love money. C'est des gens qui t'aiment et qui ont envie de soutenir tes initiatives. C'est souvent aussi des gens qui t'ont déjà soutenu dans d'autres initiatives passées. Donc, tu n'auras pas de problème à leur demander de l'argent parce que ce n'est pas la première fois et donc la gêne est passée. Le deuxième élément, c'est les gens que tu connais directement qui apprécient ton projet. Ces gens-là, c'est tout ton entourage, c'est tout ton répertoire, c'est tous tes potes Facebook, c'est tous tes followers Insta, c'est tous tes followers Twitter, c'est tous les gens qui sont dans tes mailing lists, etc. etc. Et sur ça, c'est vraiment important que tu décortiques ça pour trouver les gens. Ça peut faire un peu cynique, étrange, mais le plus simple, c'est de prendre un tableur Excel et de classer les gens. Okay. Tu mets leur nom, prénom, numéro de téléphone, mail, et au moins une fois pour toutes, tu auras ton répertoire qui sera mis à jour, et puis tu mets est-ce qu'ils sont cercle 1, cercle 2, cercle 3. Ton quatrième cercle, c'est les gens qui sont les amis de tes amis, et donc notamment des gens qui vont être très impliqués au début de ta crowdfunding, les gens qui sont OK pour te soutenir et en plus pour diffuser le message. Donc celui-là, c'est pas un cercle concentrique, c'est un cercle de rayonnement. Okay. Je sais pas comment dire, mais tu vois, de capillarité. Okay. Le cinquième cercle, c'est le cercle des gens que tu peux toucher, mais pas individuellement. Donc c'est les personnes sur la newsletter sur un groupe Facebook dans lequel tu es. Principalement, okay. C'est ça, c'est les groupes Facebook. Donc c'est des gens qui ont un lien avec le sujet, voilà. Mais que tu connais pas forcément directement. Et donc c'est pour ça que c'est important que tu répertories les pages et les groupes notamment dans lesquels tu peux poster parce que ça parle de ton sujet. Après, le dernier élément, le sixième cercle, c'est les gens qui vont être touchés par des relais, des prescripteurs, les médias, les influenceurs. Et du coup, toi, tu peux regarder quelles sont les pages, les comptes qui sont des influenceurs, comment tu peux créer bien en amont de ton lancement un partenariat avec eux pour leur en parler, sachant en fait, ces gens-là, il va falloir que tu crées un lien avec eux. Et c'est un peu, il vaut mieux s'y prendre à l'avance pour pas que ce soit artificiel. D'autant plus que c'est des gens qui vont souvent pouvoir nourrir ton projet. Oui. Parce que, en fait, si ça se trouve, ça va être intéressant de leur proposer de contribuer à concevoir telle partie du carnet, etc. etc. Ou en tout cas à tester le produit en avant-première et du coup à le recommander, mais sans juste faire de la pub, etc. Ce mapping de communauté, cette cartographie de communauté, elle te permet d'évaluer le nombre de personnes que tu peux rationnellement toucher, sachant que, en fait, la seule chose que tu maîtrises vraiment, c'est ton cercle 1, 2 et 3. Le cercle 4, par rayonnement, c'est difficile. Le cercle 5, tu ne touches pas directement. Le cercle 6. Donc, l'encouragement, c'est de pouvoir être autonome sur ton cercle 1, 2, 3. Et se dire que le 4, 5, 6, c'est que du bonus. D'autant plus que les médias, passé la période il y a 10 ans où le crowdfunding c'était novateur, n'aiment plus parler des crowdfunding parce qu'ils ont l'impression de faire de la pub. Okay. Voilà pour ça. Donc l'encouragement que je te disais hier, mais qui est vraiment au jugé, c'est d'avoir 2 fois plus de personnes que ce que tu as besoin dans ton cercle 1, 2, 3. Okay. Et si tu l'as pas, tu réfléchis soit à baisser ton budget, soit à comment tu touches vraiment très très bien ton cercle 4, 5, 6. Voilà. Ça, c'est donc le premier point, ton budget. Le deuxième point, ta communauté et sa structuration, puisque ces gens-là, tu vas leur parler petit à petit. Troisième point, tes contreparties. Qu'est-ce que tu proposes aux gens et comment tu échelonnes tes contreparties en restant vigilant à ne pas en mettre trop et à vraiment être à l'essentiel. Il faut une contrepartie aux alentours de 10, une contrepartie aux alentours de 20, une contrepartie aux alentours de 40, une entre 60 et 75, une à 150 et une à beaucoup plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est important d'avoir toujours un truc au cas où. Et il suffit d'une personne qui a envie de donner 1000 balles pour que ce soit con de ne pas avoir pensé à une contrepartie qui valait 1000 balles. D'accord. Ces contreparties-là, ensuite, tu rentres, une fois que tu as clarifié tes contreparties, tu vas devoir penser tes contenus.
moi, c'est un truc, je suis nul à ça. C'est-à-dire que je les pense jamais à l'avance. Or, c'est très reposant. Tu as un planning, moi, je t'encourage à faire ta campagne sur maximum un mois, parce que c'est fatigant. Qu'en fait, de toute façon, il y a un effet deadline qui joue beaucoup. Donc, l'important, c'est que ta partie de levée de fonds, elle dure moins d'un mois. Mais, en revanche, ça ne veut pas dire que ta partie de campagne, elle dure moins d'un mois. Parce que toi, tu vas préparer le terrain auprès de tes proches. Et auprès de tout le monde, tu vas dire, en fait, tu vas commencer à dire, je vais bientôt lancer un crowdfunding sur tel sujet. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai besoin de feedback, etc. Tu vas en fait amener ta communauté et tes proches à interagir avec toi sur le sujet pour te donner des conseils et pour savoir en fait en creux comment le mieux les aborder, les amener à volontairement contribuer. C'est l'autre élément, hein, c'est que fondamentalement, le crowdfunding, c'est que tu offres la possibilité à quelqu'un d'avoir un service en avant-première. Tu ne quémandes pas de l'argent. Et donc c'est très important de se dire qui sont les gens qui vont y aller avec enthousiasme. Et donc ton planning de contenu, donc qui sont les éléments que tu vas diffuser soit par newsletter, soit par SMS, soit par compte Twitter, Facebook, etc., soit les événements que tu vas créer, ils vont ponctuer ta levée de fonds. Avec du coup des photos, des citations, des partenariats, éventuellement un événement. Ce qui est pas mal, c'est de faire un événement en live sur Facebook à mi-chemin de ta campagne ou à 10 jours de la fin de ta campagne pour faire un gros exercice de visibilité, créer du contenu, inviter les personnes clés du projet et l'incarner. Quoi d'autre? Point très très important, ta landing page. Tu vois ce que c'est ou pas? Oui, bien sûr. Ok. Donc c'est un formulaire que tu partages massivement à tous tes cercles 1, 2, 3, 4, 5. Enfin 1, 2, 3, 5 puisque le 4 tu ne le maîtrises pas. Tous tes cercles en leur demandant je vais lancer un crowdfunding pour financer ce cahier. Tu présentes très succinctement le truc. Si vous voulez soutenir le projet et que ce soit un succès, on a besoin que vous manifestiez dès maintenant pour que je puisse vous proposer d'être dans les tout premiers contributeurs. Et souvent, tu peux proposer que les early birds, donc les premiers arrivants, aient accès à une contrepartie supplémentaire. Et ça, en fait, suivant les plateformes, notamment sur KissKiss, tu peux tout à fait rendre accès à une contrepartie particulière qui est exclusive au préinscrit. Pourquoi ces gens-là sont importants? Ils te permettent en fait d'évaluer l'appétence qu'il y a sur ton projet. On peut considérer que tu vas réussir à toucher en moyenne à avoir 2 fois plus de contributeurs que d'inscrits sur ta landing page. Et ta landing page, tu l'actives. Une fois que tu as activé ton cercle 0, toi, ton cercle 1, tes proches. Donc, si tu t'organises bien, tes proches, tu les as prévenus qu'ils allaient contribuer à 9h du matin le premier jour. Et du coup, à midi, tu peux lancer ta landing page. Mais tout ça, c'est de la campagne en off. Donc, ton compteur, tu la lances avant la levée de fonds. Exactement. Ta landing page, tu la lances un mois avant. Tu dis, dans un mois, on lance un crowdfunding. Inscrivez-vous. Et du coup, tu fais des relances. Voilà pour ça. Et ensuite, célébrer. Après, c'est juste des éléments de communication, mais remercier chacun des contributeurs, célébrer, préparer tes contreparties. Ce qui est cool, c'est quand tu sens que tu approches sur ton premier palier et que du coup, tu es assuré de le financer, ou bien quand tu as dépassé ton premier palier et que tu es assuré de le financer, de montrer des éléments factuels, de prod, de contenu, pour en fait alimenter le fait que le projet il arrive juste après le crowdfunding. La peur des gens qui contribuent à un crowdfunding, c'est que ça prenne 150 ans entre le moment où ils ont payé et le moment où ils ont leur contrepartie. Je crois que je t'ai à peu près tout dit. Est-ce que tu as des questions? Ouais, j'ai une question, c'est au niveau de la temporalité. Donc tu as parlé du fait qu'une campagne prend 30 jours, souvent ils conseillent 35 jours, j'ai vu sur notamment 6 longues banques. Est-ce que tu as disons, globalement une temporalité une fois que le produit est à peu près prêt? Déjà, est-ce que le produit doit être prêt? Et deuxième question, est-ce que ça doit être 100% prêt, on va dire, et pour lancer le crowdfunding? Et deuxième question, à quel moment, par exemple là on est le 30 octobre, à quel moment est-ce que je lance le crowdfunding? Au bout de combien de temps? Moi, je t'encouragerais à ne pas te laisser dicter ton agenda par les événements extérieurs. Typiquement, pour le crowdfunding de Inventons nos vies bas carbone, on s'était dit on va le faire à Noël, et en fait, on s'est dit non, on n'aura pas le temps à Noël, donc on le fait en janvier, et tant mieux, parce que en fait, c'est un peu absurde de considérer que tu vas, comme par magie, être le cadeau de Noël de tous tes proches. Donc, si tu n'as pas le temps pour Noël, c'est pas grave. Ta communauté, elle est là, elle se constitue, elle sera là. Si ton produit il est pertinent, il n'y aura pas d'achat d'opportunisme lié à Noël.
L'autre élément, c'est qu'en plus, si tu vises une date comme Noël, tu vas te créer des stress incroyables sur les livraisons, etc. Ok. Donc, te laisse pas imposer ton calendrier. Le seul truc que tu peux te laisser imposer, c'est pas de campagne de levée de fonds en juillet-août parce que les gens sont en vacances et lisent peu leurs mails. Tiens. Et le troisième truc, c'est dans la temporalité. Oui, comment par rapport à la temporalité du produit, ben, faut que tu sois au clair sur le produit que tu vas vendre puisque tu vas le vendre comme un truc qui va Oui. arriver. Mais est-ce que tu as besoin que tout soit ficelé? Non, typiquement, pour Inventons nos vies bas carbone, eh ben, on n'avait pas les graphistes. D'accord. Les graphistes sont arrivés en cours de route parce qu'en fait, on les a financés via la levée de fonds. Ok. Et pour Democracies, ben, le bouquin était en finalisation d'écriture, de relecture, de mise en page. Et du coup, ben, on a pu montrer des visuels, des extraits, mais pas le produit fini. Ok. Et d'ailleurs, c'est le truc fondamental, c'est qu'en fait, ton message, c'est si vous voulez le produit fini, si vous voulez que le produit fini existe, ben, il va falloir le financer. Ok. D'accord. Et plus vous le financerez, plus il sera abouti et de Exactement. qualité. Ça, c'est très intéressant de réfléchir à comment, au fur et à mesure que ton crowdfunding augmente, ta marge, tu la réinvestis dans la qualité de ton produit ou dans d'autres choses. Donc, dans la médiatisation, dans la distribution. Tu peux dire, bah, Ok. on sera du coup, on va pouvoir investir pour être dans X librairies indépendantes parce que tu évalues le coût que ça va te coûter d'aller prospecter. Ok. Et voilà. Super, super clair. Cool. Bon, et ben, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et je tâcherai d'y répondre dans les meilleurs délais.